Je me suis rendue à l'entreprise de mon mari pour une réunion. Sa secrétaire a prétendu être la femme du PDG et a annoncé mon licenciement. Je n'ai rien dit, mais mon mari était pétri de peur. Je suis arrivée au siège social où mon mari était le PDG pour assister à une réunion du conseil. Son assistante de direction, se pavanant et prétendant être sa fiancée, a annoncé avec assurance qu'elle me licenciait devant tout le monde. Je n'ai pas dit un mot, mais mon mari était si terrifié qu'il est resté là, figé comme une statue. Je me souviens encore vivement de ce matin-là. Il y a des moments dans la vie où l'on franchit une porte en s'attendant à une autre réunion de routine, mais au moment où l'on en ressort, toute la trajectoire de sa vie a basculé. C'était une matinée d'été étouffante à Paris. Il était à peine 9 heures, mais la chaleur irradiante de l'asphalte à l'extérieur du gratte-ciel de verre d'horizon SARL faisait déjà scintiller l'air. Je suis sortie de ma berline, une mallette en cuir noir à la main, et j'ai levé les yeux vers l'immeuble de 40 étages. Il y a 3 ans, j'avais été à cet endroit exact. La seule différence était qu'à l'époque, un homme me tenait la main fermement, me regardait dans les yeux et disait « Fais-moi confiance, Nat, je vais te donner la meilleure vie imaginable. » Cet homme était mon mari, Henri. 3 ans. Ce n'est pas une vie, mais c'est assez de temps pour transformer un homme sans le sou en quelqu'un au sommet du succès corporatif. C'est aussi assez de temps pour transformer une promesse en une blague complète. Je suis entrée dans le vaste hall en marbre. Dès que la jeune réceptionniste m'a vue, elle s'est redressée d'un coup. « Bonjour, madame », elle s'est arrêtée brusquement, ses yeux paniqués. Je savais exactement comment elle allait m'appeler. Pendant 3 ans, je n'avais jamais fait d'apparition publique dans l'entreprise sous mon vrai titre. Tout le monde n'avait entendu que des rumeurs selon lesquelles Horizon SARL avait une mystérieuse actionnaire majoritaire, mais très peu l'avaient réellement rencontrée. Je lui ai offert un léger sourire. « C'est bon. Continuez. » Elle a hoché la tête frénétiquement. Alors que je passais devant le bureau de réception, j'ai entendu des chuchotements derrière moi. « C'est elle ? » « Qui ? » ?»« Celle dont on chuchote. » Les voix se sont éteintes. Je n'ai pas regardé en arrière. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 36e étage, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. L'étage de la direction était bien plus bondé que d'habitude. Les gens se précipitaient. Quelques membres du personnel administratif transportaient même des arrangements floraux. J'ai froncé les sourcils. Juste à ce moment-là, une jeune femme en robe rouge éclatante, serrant une pile de dossiers, est passée et m'a heurté violemment à l'épaule. « Regardez où vous allez », a-t-elle claqué. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux remplis d'un regard odieux et condescendant. Je l'ai regardée en retour. Elle était indéniablement jolie, très délicat, maquillage impeccable. Sa robe rouge moulante plongeait en un profond décolleté en V, et le sac à main de designer à son bras était une édition limitée qui venait de sortir le mois dernier. Mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les boucles d'oreilles en diamant qu'elle portait. Elles coûtaient environ 8 000 €. Je connaissais ce chiffre exact car le reçu de la carte de crédit d'entreprise les concernant était dans l'audit financier que j'avais examiné la semaine dernière. À l'époque, j'avais supposé qu'Henri les avait achetés comme cadeau d'entreprise pour un client. En les voyant aux oreilles de cette femme, tout s'est éclairci. Elle m'a regardé encore quelques secondes. « De quel service venez-vous ? » ? « Je suis ici pour une réunion », ai-je répondu calmement. Elle a laissé échapper un rire condescendant. « Une réunion ? » Elle m'a regardé comme si je venais de raconter une blague hilarante. « Aujourd'hui, c'est la réunion du conseil d'administration. Les employés réguliers ne sont pas autorisés ici. » Je l'ai regardée. « Ah bon ? Bon à savoir. » Elle a rejeté ses cheveux en arrière. « Et honnêtement, vous m'êtes complètement inconnu. Je connais pratiquement toutes les personnes importantes de cet immeuble et je ne vous ai jamais vu. » Avant que je ne puisse répondre, quelqu'un a appelé depuis le couloir, « Sophie. » Un groupe d'admins s'est précipité. « Sophie, la salle de conférence est prête. » « Parfait. » Elle a souri vivement, puis s'est tournée vers moi. « De toute façon, je suis extrêmement occupée. » Elle a fait 2 pas,
puis s'est arrêté et a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Oh, j'ai oublié de mentionner. Je suis l'assistante spéciale du PDG. Elle a souri triomphalement et s'est éloignée. Je suis restée là un instant. Assistante spéciale du PDG. Je savais pertinemment que ce poste n'existait pas dans l'organigramme de l'entreprise. Quand j'avais audité la structure RH il y a 2 mois, il n'y avait pas un tel titre. Je me suis dirigée vers la salle de conférence. Alors que je poussais les lourdes portes en chêne, près de 20 personnes se sont tournées pour me regarder. La pièce est devenue silencieuse pendant quelques secondes. J'ai vu quelques-uns des cadres plus âgés pâlir. Ils me reconnaissaient. Les autres, non. Avant même que je puisse m'asseoir, la voix de Sophie a retenti derrière moi. Qui l'a laissé entrer ici? Je me suis retournée. Sophie a marché, laissant tomber toute prétention de politesse. Elle a croisé les bras, me regardant comme si j'étais une stagiaire rebelle. Vous ne parlez pas français? C'est une réunion de haute direction. J'ai tiré une chaise en cuir et me suis assise. Je sais, vous savez, et pourtant vous entrez en force. Elle a laissé échapper un rire froid. Où est la sécurité? Personne n'a bougé un muscle. L'atmosphère dans la pièce devenait insupportablement tendue. J'ai regardé autour de moi. Les vice-présidents seniors évitaient activement mon regard, l'air de vouloir avaler des roches. Sophie a froncé les sourcils. Vous ne m'avez pas entendu? Elle a marché droit vers moi et a claqué ses dossiers sur la table en acajou. Bien, laissez-moi vous l'expliquer. Je suis la fiancée du PDG Henri. Bientôt je serai la maîtresse de cette maison. Aujourd'hui, je préside cette réunion en son nom. Quant à vous, elle m'a regardé de haut, vous êtes viré. Faites vos cartons. Le conseil d'administration entier était paralysé. J'ai entendu la tasse de café de quelqu'un cliqueter contre une soucoupe. Quant à moi, j'ai juste levé les yeux vers elle et lui ai offert un sourire doux et tranquille, car à ce moment précis, les portes de la salle de conférence se sont rouvertes et Henri est entré. Au moment où ses yeux se sont posés sur moi, assise sur cette chaise, le sang s'est entièrement retiré de son visage, le laissant livide. Je n'avais pas prononcé un seul mot, mais je le voyais clairement. L'homme qui avait autrefois juré de me protéger pour le reste de sa vie était là, et ses genoux tremblaient visiblement. Le lendemain, quand je suis entrée dans mon propre bureau privé chez Horizon SARL, l'air était encore épais de l'après-coup de la réunion de la veille. Au moment où je m'étais présentée à la salle, le silence les avait engloutis. Henri, l'homme que j'appelais autrefois mon mari, s'était tenu devant moi, l'air d'un cerf pris dans les phares, totalement muet. Je me tenais dans l'embrasure de mon bureau, ma mallette à la main, observant l'étage. Les employés évitaient activement le contact visuel. Certains semblaient rancuniers, d'autres brûlaient de curiosité. Je savais exactement ce qu'ils se demandaient. Qu'est-ce qui venait de se passer? Aujourd'hui, mon travail n'était pas seulement de prendre le contrôle opérationnel. C'était de purger la pourriture de l'intérieur. J'étais là pour découvrir tous les secrets qu'Henri pensait pouvoir garder enfouis pour toujours. Je me suis assise à mon bureau, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à trier les documents que mon équipe juridique avait préparés pendant la nuit. Je les ai organisés par priorité, en commençant par les dépenses obscures, les investissements dans des sociétés écrans et la longue liste de personnes qu'Henri finançait secrètement avec l'argent de l'entreprise. De l'argent qu'il pensait que je ne traquais pas. Je connaissais chaque chiffre par cœur. 3 ans. Un total de près de 10 millions d'euros avait été siphonné d'Horizon SARL et transféré sur 4 comptes privés offshore. Ces dépenses incluaient des allocations pour des maîtresses dont je ne voulais même pas apprendre les noms. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon esprit était de glace. Je réalisais que le vrai pouvoir était maintenant fermement entre mes mains. Henri est entré dans mon bureau. Son visage était toujours aussi pâle que la veille. Mais cette fois, il a essayé de forcer un sourire contraint. Une tactique dont nous savions tous deux qu'elle était totalement inutile. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé, mon regard transperçant sa façade comme un scalpel. Il s'est tu. Il a bougé inconfortablement,
ses yeux dépouillés de la confiance arrogante d'un PDG, ne laissant derrière eux que la panique et la terreur. J'ai pris le certificat d'action, celui qui déclarait clairement que je possédais 51% des parts et détenais un droit de veto absolu, et je l'ai levé. Henri, penses-tu vraiment qu'il te reste un quelconque levier ? J'entendais sa respiration lourde et irrégulière. Il a laissé échapper un long soupir et a fait un pas en avant, essayant désespérément d'expliquer, mais les mots se sont étranglés dans sa gorge. Je n'avais plus aucun désir d'entendre ses excuses. Il y a 3 ans, je lui avais fait entièrement confiance, croyant que c'était un homme qui m'aimait vraiment. Mais 3 ans, c'était suffisant pour me montrer que son amour n'était rien de plus qu'une transaction achetée avec de l'argent, du pouvoir et du statut. Quant à moi, j'étais toujours la même femme. Une femme qui avait construit sa vie sur le travail acharné et l'indépendance, refusant de dépendre de qui que ce soit. Pas même l'homme qui m'appelait sa femme. J'ai appelé mon assistante et lui ai demandé d'apporter les documents de transfert d'actions et les relevés bancaires détaillés des 36 derniers mois. Le bureau à l'extérieur était silencieux. Personne n'osait dire un mot. Il se contentait de me regarder travailler. J'ai alors réalisé que le pouvoir n'est pas quelque chose qu'il faut crier pour l'imposer. C'est quelque chose que les gens reconnaissent au moment où ils vous regardent instinctivement, sachant qu'ils ne peuvent pas le combattre. Henri se tenait là, les yeux écarquillés, le front plissé d'anxiété. La réalisation le frappait. Chaque ombre dans laquelle il avait opéré, chaque transaction cachée, chaque secret qu'il pensait parfaitement dissimulé, je l'avais tout organisé, logiquement présenté et prêt à être utilisé comme arme. J'ai commencé à parcourir les comptes ligne par ligne. Quand j'ai lu les allocations mensuelles qu'il versait à ses anciennes maîtresses, des femmes dont il pensait que je n'avais aucune idée, je n'étais même pas en colère. Je ressentais juste la clarté froide et indéniable de la justice et du pouvoir personnel. Un pouvoir qu'une femme peut exercer sans avoir besoin d'un homme pour la soutenir. J'ai appelé Henri plus près et j'ai jeté les relevés bancaires et les reçus sur le bureau. Tiens, explique-moi ça. Où est allé cet argent ? Qui l'a reçu ? Et pourquoi diable as-tu pensé que je ne le découvrirais pas ? Henri a bafouillé, ses mains tremblantes alors qu'il essayait de saisir les papiers. Il a essayé de formuler une phrase cohérente, mais il ne restait aucun mensonge qui puisse me convaincre. Il est resté là, les larmes aux yeux, ressemblant exactement à un enfant pris en flagrant délit de vol dans un pot à biscuits. J'ai ressenti un étrange mélange de douleur et de soulagement profond. Il avait vécu dans une illusion de grandeur pendant 3 ans, et ce n'est que maintenant qu'il réalisait que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou les belles paroles. Il réside dans la conviction, la connaissance et le courage d'affronter la vérité brutale. J'ai demandé aux services RH et juridiques d'auditer immédiatement chaque dépense, chaque transaction et chaque contrat qu'Henri avait signé, en soulignant que le rapport final serait rendu public au conseil d'administration. Henri a rôdé près du bureau, hésitant. Il ne savait pas quoi dire ni comment riposter. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester silencieux, et je voyais une peur brute et non filtrée dans ses yeux. Il pensait autrefois qu'il était le roi de ce château, mais en ce moment, il n'était qu'un homme devant sa femme, dépouillé de toute autorité. Et je savais que c'était le moment exact où il allait enfin devoir payer le prix de ce qu'il avait fait. J'ai reçu des emails et des messages de fournisseurs et d'individus liés au fonds illicite de la « punaise », terme argotique pour argent sale, me demandant de me parler et offrant de fournir des preuves pour se sauver. J'ai lu chaque message, chaque email, chaque confession. Le passé laisse des empreintes. Chaque mouvement d'Henri laissait une trace écrite, et j'allais utiliser ces documents pour réduire son château de cartes en cendres. J'ai ressenti un sentiment de paix sachant que la justice arrivait enfin. Henri a fait un pas hésitant et a chuchoté. « Nat, s'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Je vais arranger ça. » Je l'ai regardé, mon expression complètement vide, et j'ai dit, pas besoin. Tu as vécu dans un fantasme pendant 3 ans. Maintenant, il est temps de faire face à la réalité. Il a baissé la tête en signe de défaite. Pour la première fois de notre mariage, j'ai vu Henri vraiment terrifié. Pas de moi ou de l'entreprise, mais de lui-même, des choix catastrophiques qu'il avait acculés dans un coin sans issue. J'ai passé toute la matinée à auditer des dossiers,
à coordonner avec mon équipe juridique, à appeler les banques et à nettoyer systématiquement le désordre qu'Henri avait laissé derrière lui. Chacun de mes mouvements était calculé et précis. Je ne me précipitais pas. Je ne faisais pas de crise de colère, mais mon efficacité froide suffisait à faire sentir à tout le monde dans l'immeuble la gravité du pouvoir que j'exerçais. Henri se tenait tranquillement dans un coin, n'osant pas argumenter. Alors que la journée de travail touchait à sa fin, je me suis tenu près de la fenêtre du sol au plafond, regardant la ligne d'horizon animée de Paris. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur les tours de verre. Je me suis rappelé que le vrai pouvoir ne consiste pas à intimider les autres. Il s'agit de savoir comment se protéger et protéger ce que l'on a légitimement gagné. Henri se tenait à quelques mètres derrière moi, trop effrayé pour réduire la distance. Je savais qu'à partir de ce jour, chaque souffle qu'il prendrait dans cette entreprise serait sous mes règles, il n'y avait pas de retour à ses anciennes manigances. Je me suis retourné, m'appuyant contre la vitre, et j'ai dit doucement mais fermement, vous avez 3 jours pour régler vos affaires et tout remettre. Si vous ne le faites pas, mes avocats procéderont à des poursuites pénales. Henri a hoché faiblement la tête, les yeux brillants de larmes, incapable de formuler une réponse. Il était entièrement à ma merci, sans autre option que l'obéissance absolue. La suite exécutive était étrangement silencieuse, à part le bruit du papier qui bruissait, des téléphones qui sonnaient et des battements de cœur nerveux du personnel qui observait derrière les cloisons vitrées. J'ai souri intérieurement. Tout était en bonne voie, et la vérité sortait enfin de l'ombre. Je me souviens encore du calme de midi qui a suivi, après qu'Henri a baissé la tête et a quitté mon bureau, l'air d'un homme dont l'âme avait été extraite. Le vaste 36e étage est devenu étrangement silencieux. Ce n'était pas le silence d'un bureau vide. C'était le silence de centaines de personnes essayant de respirer doucement et de marcher sur la pointe des pieds. Tout le monde savait que le véritable ouragan ne faisait que prendre de l'ampleur au large. Certaines choses semblent insignifiantes lorsqu'elles sont cachées dans l'ombre, mais une fois traînées à la lumière, elles grandissent monstrueusement vite, ne vous laissant pas le temps de réagir. Je me suis assise à mon bureau en acajou, fixant les gratte-ciel à l'extérieur. Je ne pensais plus à l'infidélité d'Henri. C'était étrange. Si cela s'était produit il y a un mois, mon cœur aurait tellement souffert que je n'aurais pas pu dormir. Mais ce jour-là, je ne pensais pas à l'amour ou au mariage. Je pensais à ma responsabilité envers les 3000 employés travaillant sous l'égide d'Horizon SARL. Cette entreprise n'a pas été construite par Henri seul. Il y a 3 ans, lorsque nous nous sommes mariés, j'ai injecté 6 millions d'euros de mon propre capital risque dans Horizon SARL, apportant tout le réseau de partenaires de ma famille de la côte et ouvrant la voie à des dizaines de contrats massifs. Pendant qu'Henri dormait confortablement dans un Penthouse de plusieurs millions d'euros, j'étais assise au terminal Charles de Gaulle à 2 heures du matin, attendant des vols de nuit pour Lyon juste pour conclure un accord. Et pourtant, à la fin, j'ai laissé échapper un rire sec. Les hommes sont des créatures fascinantes. Quand ils n'ont rien, ils sont terrifiés de perdre la femme qui se tient à leur côté. Mais au moment où ils ont tout, ils se convainquent qu'ils ont construit l'empire de leurs propres mains nues. Mon téléphone de bureau a sonné. La voix de mon assistante était discrète. Mademoiselle Nathalie, le service financier vient d'envoyer les exemplaires papier. Dois-je les apporter ? Apportez-les. Quelques minutes plus tard, une pile massive de registres a été placée sur mon bureau. Je les ai ouverts un par un. Au début, il s'agissait juste de dépenses inhabituelles de quelques dizaines de milliers d'euros. Puis cela a grimpé à des centaines de milliers, puis 1 million, 3 millions. Plus je lisais, plus mes yeux devenaient froids. Il y avait une charge de 500 000 euros catégorisée comme un investissement dans un projet de complexe de luxe à Saint-Tropez, mais selon les rapports d'avancement, le projet n'était rien d'autre qu'une SARL écran. Une autre charge de 350 000 euros était répertoriée comme des frais de représentation. Quel genre de frais de représentation coûte 350 000 euros ? On pourrait louer un restaurant étoilé au Michelin pendant une semaine sans atteindre ce chiffre. Alors que je passais en revue les dossiers, la porte de mon bureau a été poussée. Henri est entré. Cette fois, il n'a pas frappé et il avait complètement perdu son aura de PDG intouchable. Sa veste de costume sur mesure était froissée et déboutonnée.
Sa cravate était desserrée et ses yeux étaient injectés de sang. Il n'avait probablement pas dormi depuis la réunion. Il s'est tenu devant mon bureau et m'a regardé longtemps. Nat. Je n'ai pas levé les yeux. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu dois vraiment aller aussi loin? J'ai tourné la page du registre. Jusqu'où? Tu sais très bien que si cela devient public, je perdrai absolument tout. J'ai cessé de tourner les pages et j'ai finalement levé les yeux vers lui. Perdre tout? Henri, es-tu sérieusement en train de me faire la leçon sur la perte de choses? J'ai laissé tomber le dossier sur le bureau. Quand tu as pris des fonds de l'entreprise pour acheter un appartement de luxe à Sophie, as-tu pensé à tout perdre? Quand tu as transféré de l'argent à l'étranger, as-tu pensé à tout perdre? Quand tu avais tes mains partout sur elle dans ce même bâtiment et que tu l'as laissé se pavaner en se faisant appeler ta fiancée, as-tu pensé à tout perdre? Le visage d'Henri est devenu complètement blanc. Il a ouvert la bouche plusieurs fois, mais n'a pu émettre aucun son. Parce que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être justifiées. On peut trouver des excuses pour des erreurs, mais on ne peut pas justifier une trahison calculée. Il s'est affaissé dans le fauteuil en face de mon bureau, les mains serrées l'une contre l'autre. Après un long silence, il a marmonné, « Nat, je sais que j'ai foiré. Je le sais vraiment. Sophie n'était qu'une distraction. Je n'ai jamais eu l'intention de te divorcer. » Je l'ai regardé et j'ai éclaté de rire. C'était le premier rire sincère que j'ai laissé échapper de la journée, mais il n'a fait que le terrifier davantage. « Henri, sais-tu ce qui est le plus triste dans tout ça? Ai-je demandé. Il m'a fixé. Le plus triste, ce n'est pas que tu aies couché avec quelqu'un d'autre. C'est que même maintenant, tu crois honnêtement que j'ai le cœur brisé par ton infidélité. » Je me suis levé lentement et j'ai marché vers la fenêtre du sol au plafond. J'ai le cœur brisé parce que l'homme que j'aimais s'est avéré être un parasite. Un homme qui vole ses propres employés pour nourrir son avidité. Un homme qui trahirait la femme même qui l'a sorti de la misère. Un homme qui, même pris en flagrant délit, essaie encore de tisser une toile de mensonges. Il y a eu un long silence derrière moi. Puis j'ai entendu le bruit d'une chaise racler agressivement le sol. Une seconde plus tard, un bruit sourd. Je me suis retourné. Henri était à genoux. Cette fois, ce n'était pas dans la salle de conférence. Il n'y avait pas de public, pas d'employés, pas de conseil d'administration, juste nous deux. Il était à genoux sur le tapis coûteux, les yeux rouges et remplis de larmes. « Nat, s'il te plaît. Je te supplie. Donne-moi juste une autre chance. Juste une. Je vais tout arranger. Je vais virer Sophie aujourd'hui. Je vais liquider mes biens et rembourser chaque centime. » J'ai regardé l'homme se prosterner sur le sol. Et mon esprit a soudainement flashé sur le jour de notre mariage. Ce jour-là, Henri s'était tenu devant mon père. Ses mains tremblaient et il avait promis, « Je prendrai soin de Nathalie pour le reste de ma vie, monsieur. » Mon père l'avait regardé et n'avait dit qu'une chose. « Je me fiche que vous soyez pauvre, mon garçon. Je me soucie seulement de savoir si vous changez qui vous êtes. » À l'époque, j'étais en colère contre mon père. Je pensais qu'il était trop dur, trop élitiste. Mais maintenant, je comprenais. Un homme qui a vu le monde se trompe rarement. J'ai regardé Henri. « Lève-toi. Je déteste voir les gens supplier. » Henri a levé les yeux, une lueur d'espoir dans les siens. « Nat. » J'ai fait un pas en arrière. « Ne vous méprenez pas. Je vous dis de vous lever, non pas parce que je vous pardonne, mais parce que je ne veux pas perdre mon temps à regarder quelqu'un qui ne mérite plus mon respect. » Soudain, on a frappé frénétiquement à la porte. Mon assistante est entrée en trombe. Son visage était pâle. « Mademoiselle Nathalie, nous avons une situation majeure. » Je me suis tournée vers elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a dégluti. « Il y a quelqu'un qui fait une scène massive dans le hall principal. »« Qui ?» C'est la mère d'Henri. Je me suis figée. Le visage d'Henri est instantanément passé du pâle au gris maladif parce que nous savions tous les deux parfaitement que si Éléonore était là, les choses allaient devenir infiniment plus compliquées.
J'ai regardé Henri rester paralysé au milieu de mon bureau. Son expression a pris l'exacte apparence d'un homme qui réalise que son pire cauchemar est physiquement présent dans le hall et qu'il n'y a pas d'issue de secours. Je suis resté immobile quelques secondes, un flot de vieux souvenirs envahissant mon esprit. S'il y avait une personne sur cette terre qui croyait sincèrement qu'Henri était l'homme le plus brillant et sans défaut que la planète ait jamais connu, c'était sa mère, Éléonore. Le jour de notre mariage, Éléonore m'avait tenu les mains devant tous nos proches et m'avait dit « Mon garçon a eu une enfance très difficile, Nathalie. S'il fait une erreur, vous n'avez qu'à lui céder un peu. C'est si difficile pour les hommes dans le monde de l'entreprise. La pression est immense. » J'avais juste souri à l'époque. Je pensais que c'était de l'amour maternel typique, mais j'ai appris plus tard que certains types d'amour sont comme arroser une plante tandis que d'autres sont comme verser de l'essence sur un feu. La voix de mon assistante a brisé le silence. Mademoiselle Nathalie, elle crie sur un des gardes de sécurité. Elle dit que si quelqu'un la touche, elle poursuivra l'entreprise et mettra le hall en pièces. J'ai pris une profonde inspiration. Henri est sorti de sa torpeur et s'est précipité. Nat, n'y va pas, laisse-moi m'en occuper. Je l'ai regardé. T'en occuper? Tu penses que tu peux gérer ça? Henri a refermé la bouche. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai attrapé mon téléphone et suis sorti. La descente en ascenseur du 36e étage au hall a pris près d'1 minute. Pendant ce temps, le silence était si lourd que j'entendais la respiration rauque d'Henri derrière moi. Il continuait de vérifier son téléphone, essayant probablement de l'appeler, mais elle ne répondait pas. Quand l'ascenseur a sonné et que les portes se sont ouvertes, le vaste hall était bondé. Les employés étaient regroupés en petits groupes. Des gardes de sécurité formaient une barricade et au centre de tout cela se trouvait une femme d'une 50aine d'années, pointant son doigt et criant à tue-tête. Éléonore. Dès qu'elle m'a vu sortir, ses yeux ont exorbité de rage. Toi. Tu as le culot de te montrer ici. Le hall entier est devenu silencieux. Je me suis tenu à environ 3 mètres d'elle, ne disant rien. Éléonore a essayé de me charger, mais les gardes ont rapidement bloqué son chemin. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, a averti un garde. Me calmer? Qui a-t-il à calmer, a-t-elle hurlé. Mon fils a épousé une femme vicieuse et venimeuse comme elle. Et vous voulez que je me calme? Elle essaie de voler l'entreprise de mon fils. Elle essaie de le forcer à divorcer. Elle essaie de détruire notre famille. Des chuchotements ont commencé à parcourir la foule. Certains employés ont baissé les yeux, d'autres m'ont jeté des regards furtifs. Je suis resté parfaitement immobile. Parce que parfois, se défendre devant un fou est la chose la plus inutile que l'on puisse faire. Ne voyant aucune réaction de ma part, la fureur d'Éléonore n'a fait que s'accroître. Elle a pointé un doigt tremblant droit vers mon visage. Du jour où tu es entré dans notre famille, j'ai su que tu ne valais rien. Toujours au travail, toujours en réunion, toujours en voyage d'affaires. As-tu déjà passé une seule journée à agir comme une vraie femme? Si Henri a trouvé quelqu'un d'autre, c'est ta propre faute. Si une femme ne peut pas retenir l'attention de son mari, qui d'autre blâmer? Derrière moi, Henri avait l'air de vouloir vomir. Maman. Maman, s'il te plaît, arrête de parler. Éléonore a tourné la tête vers lui. Ai-je tort? Je sais exactement quel genre d'homme est mon fils. Si tu ne l'avais pas acculé, il n'aurait rien fait de tout ça. Je l'ai regardé et mon esprit a flashé sur notre première année de mariage. Henri avait attrapé une grave pneumonie et avait été hospitalisé. J'avais annulé une énorme convention à Lyon et j'étais resté éveillé 3 jours d'affilée à son chevet. Éléonore m'avait tenu la main en pleurant, me disant « Notre famille est si bénie d'avoir une belle fille comme vous. La nature humaine est incroyablement bizarre. Quand ils ont besoin de vous, vous êtes un ange. Quand vous cessez de suivre leurs règles, vous devenez le diable. » J'ai fait un pas en avant. Ma voix était très douce. « Avez-vous terminé, Éléonore ?» Elle a marqué une pause, s'attendant clairement à ce que je lui réponde en criant. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai parlé lentement. Vous dites que je n'ai pas agi comme une vraie femme. Bien.
Au cours des 3 dernières années, qui a remboursé le prêt de votre maison en Normandie? Qui a payé les frais médicaux lorsque votre mari a subi son pontage? Qui vous envoie une allocation de 5 000 € chaque mois? Qui paie actuellement les frais de scolarité hors d'état du neveu d'Henri? Ajoutez tout cela, cela représente des centaines de milliers d'euros. De qui pensez-vous que c'était l'argent? Éléonore s'est raidie. J'ai fait un autre pas. Vous dites que je détruis la famille. Laissez-moi vous demander, il y a 3 ans, lorsque cette entreprise était endettée de millions d'euros et faisait face à la faillite. Qui a apporté le capital risque pour la sauver? Qui a apporté les clients du CAC 40? Qui est resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à négocier des contrats pour que votre fils puisse jouer au grand PDG? Ma voix n'était pas forte mais elle a résonné dans le hall silencieux. La bouche d'Éléonore s'est ouverte mais aucun mot n'est sorti parce qu'elle savait que chaque mot était l'indiscutable vérité. Je me suis tournée vers Henri. Dis-lui, ai-je menti sur une seule chose? Henri a baissé la tête, les poings serrés sur les côtés. Après une éternité, il a chuchoté, « Maman, Nat a raison. L'entreprise n'existe aujourd'hui que grâce à elle. » Les yeux d'Éléonore se sont écarquillés d'horreur. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? T'a-t-elle lavé le cerveau? Je suis ta mère. Henri a serré les yeux, ses épaules tremblant, peut-être pour la première fois de sa vie. Il devait choisir entre affronter la vérité objective et se cacher derrière les jupes de sa mère. Il a ouvert les yeux. Maman, j'ai foiré. J'ai fait ça à Nat. Ce n'est pas sa faute. C'est entièrement de ma faute. Le hall ressemblait à un cimetière. Éléonore a regardé son fils, son expression passant de la fureur vertueuse à la pure stupéfaction. Puis quelques secondes plus tard, elle a reculé. Qu'est-ce que tu dis? Tu as vraiment trompé ta femme? Henri a gardé la tête baissée et n'a pas dit un mot, mais son silence était la confession la plus bruyante possible. J'ai regardé la couleur s'échapper du visage d'Éléonore, puis rougir vivement, puis pâlir à nouveau. Elle est restée figée pendant près d'une demi-minute, puis soudain elle a bondi en avant. Clac! Le bruit sec d'une gifle a résonné sur le sol en marbre. Le hall entier a sursauté. Henri est resté parfaitement immobile, la tête tournée sur le côté, une marque de main rouge vif apparaissant sur sa joue. Éléonore tremblait de façon incontrôlable. Je pensais que tous les autres mentaient. Je pensais que c'était elle la méchante, mais c'était toi. Sur ces mots, ses jambes ont lâché et elle s'est effondrée sur le sol, éclatant en sanglots bruyants et laids. Le son d'une femme âgée dévastée pleurant au milieu d'un hall d'entreprise était à la fois pathétique et profondément tragique. Je me tenais là, mon cœur se sentant soudain incroyablement lourd, parce que parfois les personnes qui commettent les crimes ne sont pas celles qui souffrent le plus. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré dans ma main. C'était un message texte d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. C'était une seule phrase cryptique. Si vous voulez savoir où se trouve l'argent caché d'Henri, venez au Nid Café ce soir à 20 h. Venez seul. J'ai fixé l'écran. Sous le texte se trouvait une photo jointe. Quand l'image s'est chargée, mon sang s'est glacé. C'était une photo d'Henri. Et assis juste à côté de lui se trouvait un petit garçon, peut-être âgé de 5 ans. Il y a certaines choses dans la vie que si quelqu'un vous les racontait, vous supposeriez que ce sont des rebondissements dans un feuilleton à 2 balles. Une personne normale a du mal à comprendre que quelqu'un puisse trahir son conjoint si profondément à tant de niveaux et quand même rentrer à la maison pour dîner, dormir dans le même lit, et dire « je t'aime » le lendemain matin comme si absolument rien n'était arrivé. Mais au moment où j'ai vu cette photo sur mon téléphone, j'ai réalisé que les limites de la cupidité et de la tromperie humaine s'étiraient bien au-delà de mon imagination. Je suis restée figée dans le hall, le téléphone toujours allumé dans ma main. Sur la photo, Henri était accroupi devant un petit garçon tenant un cornet de glace. Il souriait si naturellement, si brillamment. C'était un sourire authentique que je n'avais pas vu sur son visage depuis presque 1 an. Chaque fois qu'il était avec moi, il était toujours trop occupé, sous trop de pression, ou épuisé. Je l'ai regardé longtemps. Je ne ressentais pas de douleur. Mon cerveau essayait juste de reconstituer rapidement ces pièces de puzzle disjointes.
Après une minute, j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Éléonore était toujours assise par terre, pleurant. Henri se tenait à côté d'elle, ressemblant à une coquille vide. Je n'ai pas dit un mot. J'ai fait demi-tour et suis sortie directement par les portes tournantes. Derrière moi, j'ai entendu Henri crier « Nat ! Nat !» Je n'ai pas regardé en arrière. Quand on soupçonne un mensonge, on pose des questions pour trouver la vérité. Mais quand une sombre prémonition s'est déjà cimentée dans votre ventre, on est terrifié d'entendre la réponse. Pendant tout le trajet en taxi jusqu'au cabinet de mon avocate, je n'ai pas dit un mot. La voiture a traversé les embouteillages de Paris. Le soleil ardent de l'après-midi se reflétait sur les gratte-ciel, éblouissant. J'étais assise à l'arrière, regardant par la fenêtre, l'esprit complètement vide. J'ai repensé à il y a environ 1 an. C'est à ce moment-là qu'Henri a commencé à agir différemment. Il rentrait constamment tard. Son téléphone était toujours posé face contre terre. Il y avait des nuits où il recevait un appel à 2 heures du matin et sortait sur le balcon pour parler pendant 1 heure. Je me souviens lui avoir demandé « L'entreprise prend-elle autant l'eau ?» Henri m'avait serré dans ses bras et avait souri. « J'essaie juste de construire notre trésor de guerre, Nat. Comme ça, quand nous aurons des enfants, nous n'aurons jamais à nous soucier de quoi que ce soit. » Je l'avais cru complètement parce que je n'imaginais pas que l'homme qui partageait mon lit pouvait me regarder dans les yeux et mentir avec une telle précision calme et glaçante. Le taxi s'est arrêté devant le gratte-ciel élégant où était basée mon équipe juridique. Quand je suis entrée dans la suite, Luc m'attendait déjà. Luc était un vieil ami de mes années universitaires à la Sorbonne et il me servait de conseiller personnel pour toutes les questions liées à Horizon SARL. Il était méticuleux, parlait très peu, mais était incroyablement redoutable au tribunal. Depuis que j'ai commencé à enquêter sur Henri, c'est lui qui s'occupait de la paperasse. Dès qu'il a vu mon visage, Luc a su que quelque chose n'allait pas. Il m'a tiré une chaise. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'ai rien dit. J'ai juste déverrouillé mon téléphone et l'ai fait glisser sur la table. Luc a regardé la photo quelques secondes, son front se plissant. « Où as-tu eu ça ?» Texte anonyme. Luc est resté silencieux. Il a ouvert son ordinateur portable et a transféré la photo sur son écran. Je l'ai regardé travailler. Quelques minutes plus tard, il a zoomé sur l'image haute résolution. Ses yeux se sont soudainement posés sur un détail. « Attends. Regarde ça. » Je me suis penchée. Luc a pointé le coin inférieur de l'image, juste sur la poitrine du petit garçon. Au premier coup d'œil, je ne l'avais pas remarqué, mais en zoomant, c'était indéniable. Le garçon portait une petite chaîne en argent avec un pendentif gravé sur mesure. Mon souffle s'est coupé. Je connaissais ce pendentif. Pour l'anniversaire d'Henri l'année dernière, j'avais commandé à un bijoutier de fabriquer 2 pendentifs identiques en or blanc gravés de nos initiales, un pour lui, un pour moi. Henri m'avait dit qu'il l'aimait, l'avait porté pendant environ 1 semaine, puis avait prétendu l'avoir perdu à la salle de sport. J'avais été contrariée pendant des jours. Maintenant, en regardant l'écran, mon cœur a commencé à battre la chamade. Luc m'a regardé. « Nat, ça va ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je vais bien. Je vais rencontrer l'expéditeur ce soir. Absolument pas. Luc a instantanément objecté. Et si c'est un piège ? C'est trop dangereux d'y aller seul. J'ai secoué la tête. Ils m'ont contacté. Cela signifie qu'ils veulent quelque chose. Et les gens qui veulent faire un marché ne veulent généralement pas votre mort. Luc m'a regardé longtemps avant de laisser échapper un soupir vaincu. D'accord, mais je viens avec toi. Je serai à quelques tables de distance. J'ai réussi un faible sourire. Pensais-tu vraiment que je n'anticiperais pas cela ? À exactement 20 heures, je suis entrée au Nid Café. Il était niché dans une rue calme et bordée d'arbres à Saint-Germain-des-Prés. Le café était presque vide. Du jazz doux jouait et l'éclairage ambiant était un ambre chaud et tamisé. J'ai parcouru la pièce du regard, mes yeux s'arrêtant sur une banquette au fond du coin. Une femme y était assise, le dos tourné vers la porte.
Elle avait de longs cheveux foncés et portait une simple blouse blanche. Elle semblait avoir une trentaine d'années. Alors que je m'approchais, elle s'est levée lentement. « Vous devez être Nathalie. » Je me suis assise sur la banquette en face d'elle. « Je le suis. »« Et vous, qui êtes-vous » La femme est restée silencieuse un instant, puis a esquissé un sourire triste et épuisé. « Je m'appelle Tara. J'étais avec Henri pendant 3 ans. » Mes mains se sont serrées sous la table. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sa voix à peine un murmure. « Et le garçon sur la photo est mon fils. » À cet instant précis, j'ai entendu quelqu'un laisser tomber une cuillère sur le carrelage de l'autre côté du café, mais je n'entendais plus mon propre cœur battre car je savais que les règles du jeu venaient de changer violemment. Quand je suis sortie du nid café dans l'air frais de la nuit parisienne, ma poitrine était si serrée que je pouvais à peine respirer. Mais je n'ai pas arrêté de bouger. Je suis retournée directement au cabinet d'avocat de Luc. C'est là que toutes les preuves de la tromperie d'Henri, les comptes offshore cachés et les secrets qu'il pensait avoir enterrés étaient méticuleusement compilés. Quand je suis entrée dans la salle de conférence, Luc avait déjà étalé les dossiers financiers sur la grande table en chêne. Son expression était sombre mais résolue, rayonnant silencieusement la force et le calme dont j'avais désespérément besoin. Je savais alors qu'il n'y avait absolument aucune voie pour Henri de nier ou d'échapper. Les chiffres étaient noirs sur blanc. La trace écrite était impeccable. J'allais l'utiliser pour le forcer à faire face à la destruction totale qu'il avait orchestrée. Luc a poussé ses lunettes à monture dorée sur l'arête de son nez et m'a regardé. Sa voix était posée mais aussi tranchante qu'un rasoir. Nat. J'ai fini d'agréger chaque virement bancaire et chaque dépense d'entreprise qu'Henri a autorisé au cours des 36 derniers mois. Je vais vous expliquer cela ligne par ligne afin que vous compreniez l'ampleur de la fraude. J'ai hoché la tête, j'ai pris place et j'ai regardé attentivement les documents que Luc a glissés devant moi. J'étais terrifiée mais farouchement déterminée. À partir de ce moment, chaque pas que je faisais devait être calculé. Si je montrais la moindre faiblesse, je perdrais l'empire que j'avais bâti avec mon sang et ma sueur. Luc a cliqué sur une télécommande et un projecteur a illuminé un immense organigramme sur le mur de la base, détaillant un réseau de noms, de sociétés écrans et de comptes bancaires offshore. En 3 ans, Henri a détourné environ 10 millions d'euros, a expliqué Luc. Sur ce montant, 6 millions ont été transférés sur des comptes privés aux îles Caïmans sous son nom. Environ 2,5 millions sont allés à diverses maîtresses et consultants. Le reste a été injecté dans des projets fantômes pour blanchir l'argent. J'ai ressenti une vague de rage pure, mais elle a été rapidement éclipsée par un sentiment de pouvoir absolu. Je l'avais. J'avais la preuve irréfutable. Et il n'avait nulle part où fuir. Expliquez-moi les détails, ai-je ordonné, ma voix glaciale. Premièrement, Luc a pointé un pointeur laser sur l'écran. Le projet de complexe de luxe à Saint-Tropez. Il a détourné 1 million d'euros de capital de démarrage. Le projet n'existe pas. C'est une boîte aux lettres au Luxembourg. Deuxièmement, des frais de représentation totalisant plus de 1,5 million d'euros sans contrat ou reçu client correspondant. Troisièmement, des salaires pour des conseillers spéciaux, qui étaient en fait de l'argent de poche et des frais de subsistance pour ses maîtresses. Cela totalise environ 2,5 millions d'euros. J'ai pris une lente inspiration, j'ai regardé Luc et j'ai dit, préparez les actes d'accusation et les documents de saisie civile des biens. Je veux que tout soit ficelé et prêt. Lorsque je présenterai cela à Henri et au conseil, je veux que ce soit une exécution impeccable. Pas de faille, pas de porte de sortie. Luc a hoché la tête. Tout est là. Relevé bancaire, autorisation de virement signé, transcription de mail et registre de paie RH pour ses employés fantômes. J'ai ouvert les classeurs, examinant les documents un par un. J'avais l'impression de démolir systématiquement un mur de mensonges qu'Henri avait passé des années à construire, laissant derrière lui un vide béant que seule la vérité brutale pouvait combler. Êtes-vous absolument certain que nous ne manquons de rien, Luc ? J'en suis certain, a-t-il répondu. C'est à l'épreuve des balles. Je me suis levée et j'ai marché vers la porte de la salle de conférence. Mes pas étaient lourds, mais ma détermination était absolue. La prochaine fois que je verrais Henri, cela déterminerait la fin du jeu.
Je n'allais pas le laisser s'en sortir par la manipulation. J'ai pris une berline pour retourner aux Penthouse du 16e arrondissement qu'Henri et moi partagions. Il l'appelait notre maison pour toujours. Ce soir, ce n'était qu'une scène de crime. Quand j'ai poussé la porte d'entrée, Henri était dans le foyer. Il avait l'air épouvantable. Sa chemise était défaite, ses cheveux en désordre, et il me regardait comme un homme se préparant à une exécution. Je suis passé devant lui, je suis entré dans le salon et j'ai jeté mon sac sur le canapé. Je n'ai pas dit bonjour. Certains moments ne nécessitent pas de plaisanterie. J'ai sorti les épais classeurs juridiques de mon sac et je les ai laissés tomber sur la table basse en verre avec un bruit sourd. Henri, je sais tout. Chaque virement bancaire, chaque société écran, chaque femme que tu as payée avec mon argent. J'ai la preuve écrite de tout cela. Henri a étouffé, sa main tremblant alors qu'il tendait la main pour toucher les classeurs, bien qu'il n'ait pas osé les ouvrir. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Je l'ai regardé fixement, articulant chaque mot. Tu vas prendre la responsabilité de tout ce que tu as fait. Je ne te protège plus. Le Conseil le saura. Les autorités le sauront. Henri s'est effondré sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Un gémissement misérable lui a déchiré la gorge. Pour la première fois, j'ai vu un véritable remords. Non pas parce qu'il m'avait blessé, mais parce que l'argent et le pouvoir qu'il adorait s'évaporaient instantanément. Je me suis tenu au-dessus de lui, reprenant les rênes de ma vie. C'était étouffant mais incroyablement libérateur. Je savais qu'à partir de demain, le monde de l'entreprise ne me verrait plus seulement comme une partenaire silencieuse. Il me regarderait avec un mélange de profond respect et de terreur absolue. Parce qu'une femme armée de la vérité et des preuves annihilera quiconque se mettra sur son chemin. Nous allons nous asseoir ici ce soir, ai-je ordonné. Tu vas me détailler chaque centime volé. Si tu coopères, je pourrais te laisser partir avec les vêtements sur le dos. Si tu me combats, je laisserai l'AMF et la police judiciaire te déchirer en lambeaux. Henri a levé les yeux, ses yeux injectés de sang, et s'est affaissé en signe de soumission. Nat, je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. J'ai fait un signe de tête bref. Je n'ai pas offert de réconfort. Ces mots n'étaient que le bruit de fond de ma victoire. Il était entièrement à ma merci, piégé dans la prison de sa propre fabrication. Le Penthouse était silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Ce soir était la nuit où l'empire des mensonges s'effondrait, et Henri comprenait enfin que c'était moi qui tenais la couronne. Plus tard dans la nuit, j'ai laissé Henri assis dans le salon et je suis monté lentement à l'étage. Quand on voit enfin le fond de l'abîme, on perd l'envie de crier et de se battre. Le sentiment est étrange, comme un verre de cristal brisé sur le sol. Les gens ne voient le désordre que lorsqu'il se brise, mais le verre lui-même sait qu'il avait des micro-fissures bien avant de toucher le sol. Je me tenais devant la porte de la chambre principale, la main sur la poignée, mais je ne l'ai pas tournée. Cette pièce était censée être mon sanctuaire. C'est là qu'Henri me tenait et parlait d'avoir 2 enfants, un garçon et une fille, et d'acheter une maison d'été dans les Alpes pour vieillir ensemble. Maintenant, ces souvenirs ressemblaient à des mots écrits dans le sable à marée basse. J'ai poussé la porte. Tout était parfaitement en place. Notre grand portrait de mariage était toujours accroché au-dessus du lit. Nous 2 souriant radieusement. Je me suis approché, les regardé un instant, puis j'ai tendu la main et les décroché. Je ne l'ai pas brisé. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste délicatement retiré du mur comme on retire un élément de décor d'une pièce annulée. J'ai entendu des pas derrière moi. Henri se tenait dans l'embrasure de la porte. Il a regardé le cadre dans mes mains, la panique traversant son visage. Nat, qu'est-ce que tu fais? Je ne me suis pas retournée. Je fais mes valises, je me débarrasse des choses dont je n'ai plus besoin. Sa voix a commencé à trembler. S'il te plaît, ne fais pas ça. Parlons juste. Je sais que j'ai eu tort. Mon Dieu, je sais que j'ai tellement eu tort. J'ai posé le cadre face contre terre sur la commode et je l'ai finalement regardé. Henri, sais-tu ce qu'il y a de plus étrange dans tout ça? Il m'a regardé, terrifié.
Quand une femme est encore amoureuse, elle pose 1 million de questions. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu en retard? Pourquoi es-tu si distante? Mais quand elle arrête de poser des questions, c'est qu'elle est déjà partie. Henri est resté parfaitement immobile, la couleur s'échappant de son visage. J'ai ouvert son placard rempli de ses costumes de designer. J'ai tendu la main et j'ai sorti une chemise bleu clair. Je lui avais acheté pour son anniversaire l'année dernière. Je me suis soudainement souvenu de quelque chose. En novembre dernier, il était parti en voyage d'affaires de 3 jours à Lyon. Quand il est revenu, il portait cette chemise exacte. Alors que je rangeais son linge, j'ai senti du parfum de femme sur le col. Je lui avais demandé, le pressing a-t-il changé de lessive? Il avait ri, m'avait embrassé le front et avait dit, j'étais assis à côté d'une femme imprégnée de Chanel dans l'avion de retour. Ça a dû déteindre. Je l'avais cru. J'ai baissé les yeux vers la chemise et j'ai laissé échapper un rire sec et autodépréciateur. C'est vrai. Quand on est amoureux, on se manipule bien mieux que quiconque ne pourrait jamais le faire. Henri a paniqué en me voyant rire. Il s'est précipité en avant et m'a attrapé le poignet. Nat, s'il te plaît, arrête de sourire comme ça. Ça me fait peur. J'ai regardé sa main, puis j'ai lentement détaché ses doigts de mon poignet. Ça te fait peur? Avais-tu peur quand tu me mentais au visage? Avais-tu peur quand tu transférais l'argent de mon entreprise à tes maîtresses? Avais-tu peur quand tu as laissé une assistante me traiter de personne dans mon propre conseil d'administration? Henri a baissé la tête. Il n'avait pas de réponse. Le silence était assourdissant. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était Luc. J'ai répondu. Qu'est-ce que c'est, Luc? Sa voix était grave. Nat. J'ai fait une vérification des antécédents de Tara. Il y a une énorme divergence. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Le gamin n'est pas réel? Le garçon est réel, mais Tara vous a menti sur autre chose. Je me suis redressée. Quoi? Luc a marqué une pause. Le garçon n'est pas le fils biologique d'Henri. Je me suis figée. Quoi? J'ai récupéré les dossiers médicaux d'Henri d'il y a 2 ans. Il a eu une consultation privée dans une clinique spécialisée à Paris. Les résultats des tests étaient concluants. Nat, Henri est complètement stérile. Il a 0% de chance d'avoir un enfant naturellement. Ma main a serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Tout mon corps s'est raidi. Il ne vous l'a évidemment jamais dit, a poursuivi Luc doucement. Et je pense que ce lapin creuse beaucoup plus profondément que vous ne le pensez. Je suis restée complètement paralysée. Si le garçon n'était pas celui d'Henri, pourquoi l'avait-il subvenu à ses besoins? Pourquoi les visites secrètes? Pourquoi l'argent offshore? Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas la fraude financière. C'était un souvenir qui a soudainement violemment percuté mon esprit. Il y a 2 ans, Henri m'avait fait asseoir, l'air incroyablement sérieux, et avait dit, Nat, peut-être devrions-nous aller dans une clinique de fertilité. Je pense que ton emploi du temps de travail stressant rend peut-être difficile pour nous de concevoir. J'y étais allée. J'avais subi d'éprouvants examens hormonaux. Je m'étais blâmée pendant des mois. J'avais pris des compléments coûteux. J'étais assise dans la salle de bain froide et stérile de la clinique et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je pensais que mon corps nous faisait défaut. Et Henri, il s'était assis à côté de moi sur le sol de la salle de bain, me serrant dans ses bras, me murmurant, c'est bon, bébé. Je n'ai pas besoin d'enfant. J'ai juste besoin de toi. Mes mains ont commencé à trembler violemment. J'ai lentement tourné la tête pour regarder Henri. Il a vu mon visage et a instinctivement reculé. Nat. Je l'ai regardé fixement, ma voix à peine un murmure, mais si dépourvue de chaleur que je ne la reconnaissais même pas moi-même. Henri, il y a 2 ans, celui qui était infertile, c'était toi, n'est-ce pas? À cette fraction de seconde exacte, Henri a eu l'air d'avoir été frappé au visage. Parfois, quand on entend une vérité dévastatrice, on n'explose pas de rage.
On ne s'effondre pas en sanglots comme dans les films. Quand la douleur dépasse le seuil de l'endurance humaine, la première émotion n'est pas l'agonie. C'est un vide glacial absolu, comme être jeté dans un lac gelé en plein hiver. C'est si froid que ça brûle jusqu'à ce qu'on ne sente plus rien du tout. Je me tenais dans ma propre chambre à regarder l'homme avec qui j'avais bâti une vie. Son visage est passé du pâle au vert, puis à la panique pure et simple. Mon cerveau était bloqué en boucle. S'il savait qu'il était le problème, pourquoi m'a-t-il laissé souffrir pendant 2 ans de culpabilité agonisante? Henri a dégluti, sa pomme d'Adam bougeant, mais il ne pouvait pas parler. Ses poings étaient serrés si fort que ses jointures étaient blanches comme l'os. Je connaissais ce regard. C'était le regard d'un rat piégé dans un coin, cherchant désespérément une fissure dans le mur. J'ai fait un pas envers lui. Chaque pas me donnait l'impression de piétiner le cadavre pourrissant de notre mariage. « Dis-moi » ai-je murmuré. Il y a 2 ans, les résultats des tests étaient les tiens. N'est-ce pas? Henri a fixé le sol. Il n'a pas répondu. J'ai laissé échapper un rire court et sec. Vas-tu vraiment continuer à me mentir? Veux-tu que Luc envoie les dossiers médicaux par email tout de suite? En entendant cela, les jambes d'Henri ont lâché. Il a trébuché en arrière et s'est effondré sur le bord du lit, enfouissant son visage dans ses mains. Il ne ressemblait en rien au PDG lisse et autoritaire d'Horizon SARL. Après un long moment, sa voix s'est brisée. C'était moi. Je n'ai pas parlé. Le jour où j'ai eu les résultats, je suis resté assis dans ma voiture dans le parking pendant 3 heures. Je ne pouvais pas rentrer. J'étais terrifié. J'avais tellement peur que tu me quittes. J'étais terrifié que tu me regardes avec pitié. Je suis restée silencieuse. Je me souvenais de tout, les injections, le médecin, les visites, les larmes, les fois où je lui avais dit, si tu veux me quitter pour avoir une vraie famille, je ne t'arrêterai pas. Il avait pleuré ce jour-là. Je pensais qu'il pleurait par amour. Maintenant, je savais qu'il pleurait par pure culpabilité. Alors tu m'as blâmé, ai-je dit d'une voix égale. Tu m'as laissé croire que j'étais brisée. Tu m'as regardé me torturer pendant 2 ans, et tu n'as pas dit un seul mot. Henri s'est recroquevillé davantage, ses épaules tremblant. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne pouvais juste pas te perdre. J'ai éclaté de rire. J'ai ri si fort que mes yeux se sont embués de larmes. Tu ne voulais pas me perdre? Alors, tu m'as manipulé à propos de mon propre corps. Tu as couché avec d'autres femmes. Tu as volé mon entreprise. Tu as fait parader ta maîtresse dans mon bureau. Tu as fait tout ça parce que tu ne voulais pas me perdre? Henri ne pouvait pas parler. Il est resté assis là, l'air d'un enfant pathétique et brisé. Mais certains péchés ne peuvent pas être lavés par les larmes. Juste à ce moment-là, le téléphone portable d'Henri a sonné sur la table de chevet. Il a sursauté, regardant l'identification de l'appelant. La couleur a complètement disparu de son visage. C'était Sophie. Il s'est précipité sur le téléphone et a désespérément appuyé sur « décliner ». Mais 3 secondes plus tard, il a sonné encore et encore et encore. Je l'ai regardé. Réponds. Non. Pourquoi pas, Nat? S'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi expliquer. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Je te donne 3 secondes. Soit tu réponds, soit je le fais. Il s'est figé. 1, 2, 3. J'ai tendu le bras, j'ai pris son téléphone, j'ai répondu à l'appel et je l'ai mis sur haut-parleur. La voix stridente de Sophie a résonné dans la pièce. Henri, où diable es-tu? J'ai une urgence. Je suis allée chez le médecin aujourd'hui. Je suis enceinte. Je suis restée parfaitement immobile. Si cela avait été hier, cela m'aurait détruite. Mais aujourd'hui, c'était la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. L'homme qui venait d'avouer être complètement stérile avait maintenant affaire à une maîtresse qui prétendait porter son enfant. Mais ce qui m'a donné des frissons, c'est la réaction d'Henri.
Il avait l'air de vouloir vomir parce qu'il savait mieux que quiconque sur Terre que le bébé ne pouvait absolument pas être le sien. Quand un secret est exposé, les autres remontent à la surface comme du bois mort. Après un long silence, assise sur cette chaise à écouter la conversation téléphonique, j'ai enfin eu l'impression de m'être extraite d'un profond bourbier. J'étais épuisée. Non pas de l'ascension, mais de la réalisation de la personne à qui j'étais attachée. « Henri, pourquoi ne dis-tu rien ?» a hurlé Sophie à travers le haut-parleur. Je suis terrifiée. Le médecin dit que j'en suis à 6 semaines. Dis quelque chose. La pièce était si silencieuse que j'entendais Henri hyperventiler. J'ai calmement mis fin à l'appel et j'ai remis le téléphone sur la table de chevet. Eh bien, ai-je souri. Es-tu si heureux que tu en es sans voix? Henri a violemment secoué la tête. Non, Nat, je jure devant Dieu, écoute-moi. Il s'est arrêté en pleine phrase. Il savait qu'il n'avait plus aucune carte à jouer. Il ne pouvait pas implorer le pardon sur la base d'une erreur mineure. Un homme stérile avec une maîtresse enceinte. C'était une comédie d'erreur. Je me suis penchée en arrière sur la chaise. Henri, pourquoi ne me dis-tu pas de qui est le bébé qu'elle porte? L'œil d'Henri a tressailli. Je ne sais pas. J'ai ri. Tu ne sais pas? Tu sais que tu es stérile. Alors, tu me dis que tu ne sais pas avec qui la femme à qui tu as acheté un appartement couche? Henri a baissé la tête entre ses genoux, serrant ses cheveux si fort que ses jointures ont craqué. Soudain, il a bondi. Je vais la trouver. Je vais lui faire dire la vérité. Il a attrapé ses clés de voiture et a filé vers la porte. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Les gens prétendent toujours qu'il court vers la vérité alors qu'en réalité, il fuit simplement les conséquences. La porte d'entrée a claqué. Je me suis assise seule dans le silence. 1 minute plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Luc. Je suis là, ai-je dit. Luc a pris une profonde inspiration. Nat. Mes enquêteurs viennent de trouver un autre dossier. Il y a encore quelque chose. J'ai pincé l'arête de mon nez. Je ne pensais plus que quelque chose puisse me surprendre. Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 ans, quand vous étiez à Kyoto pour ce sommet d'1 mois, Henri a viré 150 000 € à une clinique de fertilité privée. J'ai marqué une pause. Une clinique? Oui. Au début, j'ai pensé que c'était juste des frais médicaux standards pour sa propre condition, mais mon homme a jeté un coup d'œil au grand livre. C'était pour une procédure de FIV. Je me suis levée. Qu'est-ce que tu veux dire? Luc est resté silencieux 1 seconde. Henri a payé pour un transfert d'embryon. Nat, mais la femme inscrite sur le dossier médical n'était pas vous. J'ai senti le sang me monter à la tête. J'ai agrippé le dossier de la chaise. Qui était-ce? Tara. La pièce a tourné. Tara. La femme qui venait de s'asseoir en face de moi au café et avait juré. Le garçon n'était pas celui d'Henri. La femme qui est apparue si opportunément avec un texte anonyme. Cela n'avait pas de sens. Je me suis souvenu de l'expression dans ses yeux au café. Ce n'était pas le regard d'une amante jalouse. C'était le regard d'une pure lassitude. Luc, ai-je dit d'urgence. Continuez à creuser. J'ai besoin de toute la vérité tout de suite. Je m'en occupe. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, la porte d'entrée a été ouverte en grand. Henri était de retour, et il avait l'air pire qu'avant. Il transpirait abondamment, haletant comme s'il avait couru des kilomètres. Il se tenait dans l'embrasure de la chambre et a prononcé une phrase qui m'a fait arrêter le cœur. Nat. Tara est partie. Je me suis levée d'un coup. De quoi parles-tu? Son propriétaire a dit qu'elle avait déménagé il y a 3 jours. Elle n'a laissé aucune adresse de réexpédition. Son téléphone est déconnecté. Je ne peux la trouver nulle part. Un frisson m'a parcouru l'échine car à ce moment précis, mon téléphone a vibré avec un autre texte anonyme. Si vous voulez la vérité sur Tara, allez à la clinique privée La Roseraie tout de suite. Si vous êtes en retard, vous le regretterez pour le reste de votre vie.
Chambre 308. On dit que la vie, c'est comme marcher dans un épais brouillard. Tant qu'on est dedans, on ne voit rien. Mais quand on en sort enfin et qu'on regarde en arrière, on réalise que les signes étaient là depuis le début. J'ai regardé le texte, puis Henri. Nous allons à la clinique privée La Roseraie. Henri a froncé les sourcils. Pourquoi? J'ai fourré mon téléphone dans sa poitrine. Il a lu le texte et ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Qui a envoyé ça? Je ne sais pas, mais je vous suggère de conduire vite. Le trajet en voiture jusqu'à la clinique était suffocant. Les rues de Paris étaient pratiquement vides. Les lumières jaunes des réverbères éclairaient le capot de la voiture. Henri serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Il me lançait des regards paniqués, voulant dire quelque chose, mais n'ayant pas le courage. 20 minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés à la clinique privée La Roseraie. C'était un établissement médical discret et haut de gamme. J'avais d'ailleurs fait un don à leur service de pédiatrie il y a quelques années pour un événement de relations publiques. Je n'aurais jamais imaginé y revenir pour découvrir les secrets les plus sombres de mon propre mariage. Alors que nous entrions dans le hall, mon téléphone a vibré une dernière fois. 3e étage. La montée en ascenseur a semblé une descente aux enfers. Quand les portes se sont ouvertes, le couloir était stérile, silencieux, sentant l'eau de javel et l'alcool à friction. Nous avons marché dans le couloir jusqu'à la chambre 308. La porte était légèrement entr'ouverte, une lumière chaude éclairant le couloir. J'ai poussé la porte et je me suis figée. Allongée dans le lit d'hôpital se trouvait Tara. Elle était sous perfusion, l'air fragile et d'une pâleur maladive. Et assise sur une chaise à côté du lit, profondément endormie, la tête posée sur le matelas, se trouvait le petit garçon, Thomas. Tara a levé les yeux et a offert un sourire faible et fatigué. Vous êtes venu. Je suis entrée dans la pièce. Henri, debout juste derrière moi, est devenu rigide. Tara. Henri a haleté. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi ton téléphone est-il éteint? Tara l'a regardé, ses yeux étrangement calmes. Tu t'inquiètes vraiment pour moi, Henri? Henri s'est étouffé, incapable de formuler une réponse. J'ai tiré une chaise et je me suis assise à côté du lit. Vous m'avez envoyé un message, ai-je dit. Tara a hoché la tête. Oui. Je dois tout vous dire. La pièce était silencieuse. On entendait le faible bourdonnement du moniteur cardiaque. Tara a tendu la main et a caressé doucement les cheveux de Thomas. C'est Thomas, mon fils. Mais ce n'est pas le fils d'Henri. Je n'ai pas parlé. Henri était sans voix. Tara a baissé les yeux. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Henri dans un hôpital comme celui-ci. Ma mère mourait d'un cancer. Je n'avais pas les moyens de payer les traitements. Il est intervenu. Il a payé les factures. Il lui a rendu visite. Il était notre sauveur. Henri est resté figé. Tara a eu un rire creux. Je pensais qu'il m'aimait bien, mais j'ai vite réalisé qu'il me préparait juste pour un travail. J'ai serré la mâchoire. Quel travail? Tara m'a regardé, ses yeux se remplissant de larmes. Il y a 2 ans, il m'a dit qu'il avait désespérément besoin d'un enfant, mais qu'il ne pouvait pas laisser sa femme savoir qu'il était stérile. Il a dit, si j'acceptais d'être une mère porteuse en utilisant du sperme de donneur, il créerait une fiducie. Le fonds qui prendrait en charge les frais médicaux de ma mère pour le reste de sa vie. La pièce a semblé aspirer tout l'oxygène. Je me suis lentement tournée pour regarder Henri. Il avait l'air d'avoir été battu. Tara, arrête, a plaidé Henri, la voix brisée. Tara a ri, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi as-tu peur? As-tu peur que ta femme découvre que tu as l'intention de la piéger dans un faux mariage avec un bébé de donneur pour le reste de sa vie? J'ai fixé Henri. La trahison absolue était stupéfiante. Mais ce qui m'a glacé jusqu'à l'os, c'est ce que Tara a dit ensuite. Elle m'a regardé, sa voix tombant à un murmure. Mais Nat, je vous ai menti au café. Elle a lentement tourné la tête vers la porte.
Une voix rauque et épuisée a résonné du couloir. C'était moi. Je me suis retournée. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvait Éléonore, la mère d'Henri. Quand une vérité est encore cachée, on la craint. Mais quand elle est enfin révélée, la peur s'évanouit, ne laissant qu'une clarté profonde et engourdie, comme être sous une pluie torrentielle. Une fois que vous êtes complètement trempé, vous ne vous souciez plus de la pluie. Éléonore se tenait là, serrant son vieux sac à main en cuir, l'air d'avoir vieilli de 20 ans en une seule journée. La femme arrogante et hurlante du hall avait disparu. Elle n'était plus qu'une vieille femme brisée et épuisée. La pièce était silencieuse. Maman, a chuchoté Henri. Éléonore l'a ignoré. Elle a marché lentement jusqu'au côté du lit. Elle a tendu la main et a doucement touché la tête de Thomas endormi, puis s'est profondément inclinée devant Tara. Je suis tellement désolée, ma chérie. Les yeux de Tara se sont embués. Non, Éléonore. C'est du passé. Éléonore a secoué la tête. Non, c'est un péché que je porterai jusqu'à ma tombe. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste écouté. Éléonore s'est tournée vers moi, ses yeux rouges et gonflés. Nat, tu as tout le droit de me haïr, mais je dois te dire la vérité. Elle s'est assise lourdement sur une chaise, regardant fixement le mur. Il y a 2 ans, quand Henri a eu ses résultats de test. Il ne vous l'a pas dit, mais il me l'a dit à moi. Il est venu chez moi en Normandie, est tombé à genoux et a sangloté. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas vous donner d'enfant. Il était terrifié que vous le quittiez, que vous preniez votre argent et que vous le divorciez. Je suis restée stoïque. Éléonore a essuyé ses larmes. Je sais que c'était mal, mais j'étais juste une mère désespérée. Je pensais que si nous pouvions juste avoir un bébé à la maison, cela ancrerait le mariage. Cela vous retiendrait. Alors, j'ai trouvé Tara. Maman, a crié Henri, horrifié. Tu n'avais pas à lui dire ça. Éléonore a tourné brusquement la tête vers lui, ses yeux brûlants de fureur. Tais-toi. J'ai commis un terrible péché parce que je t'aimais aveuglément. Mais ce que tu as fait est 1000 fois pire. Je voulais un petit enfant pour sauver ton mariage. Tu as pris cela comme excuse pour jouer la victime et tromper ta femme avec la moitié de Paris. Tu me dégoûtes. Henri a trébuché en arrière, incapable de parler. Quand les étrangers vous jugent, vous pouvez argumenter. Quand votre propre mère vous condamne, il n'y a pas de défense. Tara a pris une respiration tremblante. Nat. J'ai accepté la FIV. J'avais besoin d'argent pour ma mère. Mais à mi-parcours de la grossesse, j'ai réalisé quel monstre Henri était. J'ai réalisé qu'il avait une femme qu'il aimait. Je voulais me retirer. Je voulais rendre l'argent et fuir. Elle s'est étouffée dans un sanglot, mais ma mère est morte. La pièce était silencieuse. Quand elle est morte, je n'avais plus rien, a chuchoté Tara. Les médecins m'ont dit que mon corps était trop faible. Si j'interrompais la grossesse, je pourrais ne plus jamais avoir d'enfant. Alors, j'ai gardé Thomas. Je l'ai élevé moi-même. Je n'ai jamais repris un seul centime de l'argent d'Henri. Quand il venait me voir, je le laissais penser que le garçon était le sien parce que je ne voulais pas que mon fils grandisse sans figure paternelle. J'ai regardé Thomas. Il serrait une petite voiture abîmée, dormant si paisiblement. Nous, les adultes, ruinons nos vies et les éclats de balles atteignent toujours les enfants. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Luc. Je suis sortie dans le couloir. Nat. La voix de Luc était urgente. L'équipe financière vient de signaler une anomalie massive. Quelqu'un essaie de virer 1,2 million d'euros des comptes de réserve de l'entreprise en ce moment. J'ai plissé les yeux. Qui? Les identifiants de connexion appartiennent à Henri. J'ai tourné la tête et j'ai regardé dans la chambre d'hôpital. Henri avait disparu. On dit que quand un rat est acculé, il se roule en boule et meurt, ou il mord. Henri avait clairement choisi la seconde option. J'ai ressenti une froide poussée d'adrénaline, non pas à cause de l'argent, mais parce que je voyais enfin le cœur même de l'homme. Il pouvait pleurer. Il pouvait supplier à genoux,
mais donnez-lui un pouce et il vous volerait votre portefeuille pendant qu'il pleurait. Je suis retournée en courant dans la pièce. Éléonore tenait Thomas. Tara a levé les yeux, paniquée. Nat, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Henri? Éléonore avait l'air confuse. Il est juste sorti pour utiliser les toilettes. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. Luc, où l'envoie-t-il? 3 comptes écrans offshore. Si nous ne le bloquons pas dans les 60 prochaines secondes, c'est parti. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, puis je les ai ouverts. Ma voix était mortelle. Bloquez les comptes immédiatement. Appelez la banque. Appelez le bureau de la police judiciaire. Je serai au siège en 10 minutes. J'ai raccroché. Éléonore me regardait, terrifiée. Est-ce qu'il a juste essayé de voler l'entreprise? Je n'ai pas répondu. Le silence est la pire des confirmations. Je me suis tournée pour partir, mais Éléonore s'est levée et m'a attrapé la manche. Ses mains tremblaient. Nat, je vous en supplie. Peu importe ce qu'il a fait, s'il vous plaît, n'envoyez pas mon fils en prison d'État. Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé et j'ai esquissé un sourire triste et amer. Éléonore, vous souvenez-vous il y a 3 ans quand Horizon SARL était en faillite? Elle a hoché lentement la tête. Si je n'avais pas renfloué cette entreprise, 3000 personnes auraient perdu leur emploi. Des gens avec des prêts immobiliers, des gens avec des enfants malades. Si cette entreprise tombe, ce n'est pas seulement Henri qui souffre. Des milliers de familles innocentes souffrent. Je ne ruinerai pas ma vie ou la leur. Par pitié pour un voleur. J'ai retiré mon bras et je suis sortie. Mes talons ont claqué, résonnant dans le long couloir stérile, lourd et résolu. 2 heures plus tard, je suis entrée dans la salle de conférence du 36e étage d'Horizon SARL. L'air était épais de tension. Luc était là. Le directeur financier était là. Le conseiller juridique de l'entreprise était là. Des écrans affichaient les flux bancaires en direct. L'avez-vous bloqué? Ai-je demandé. Luc s'est levé. Nous l'avons attrapé. Il a réussi à déplacer environ 50 000 €, mais nous avons bloqué les 1,15 million d'euros restants. J'ai expiré, sentant mes muscles se détendre. Luc m'a tendu un dossier. Nous avons également trouvé ceci sur son bureau. Je l'ai ouvert et je me suis figée. C'était un accord de transfert d'actions. Le transfert était d'Henri. Le transfert était à Sophie. Je l'ai regardé et j'ai commencé à rire. Cet homme ne manquait vraiment jamais de décevoir. Même alors que son navire coulait, son dernier instinct était d'essayer de faire passer une chaloupe à sa maîtresse enceinte. Il y a encore une chose, a dit Luc doucement. Les autorités viennent de signaler son passeport. Il a été intercepté à l'aéroport international Charles de Gaulle au terminal 4. Il essayait de monter à bord d'un vol de nuit pour Genève. La salle de conférence est devenue silencieuse. J'ai regardé par la fenêtre. Paris brillait toujours. Le trafic continuait de circuler. Des millions de personnes vivaient leur vie, complètement inconscientes que le monde entier d'un homme s'effondrait au terminal 4. Où est-il? Ai-je demandé. La police portuaire le retient dans une salle d'interrogatoire à l'aéroport. J'ai hoché la tête. Je vais le voir parce que certains chapitres ne peuvent pas être clos par des avocats. Il faut fermer le livre soi-même. Il y a des mariages qui se terminent par une signature nette sur un jugement de divorce. Il y a des mariages qui se terminent par des disputes explosives. Et puis il y a des mariages qui sont morts il y a des années, mais les 2 personnes continuaient à marcher dans la maison comme des fantômes jouant leur rôle. Quand je suis entrée dans la salle d'interrogatoire éclairée par des néons crus à l'aéroport Charles de Gaulle, ma colère était partie. En regardant Henri assis menotté à une table métallique, j'ai réalisé que la personne que l'on devrait le plus plaindre n'est pas celle qui a été trahie. C'est celle qui a jeté un diamant pour ramasser un caillou. Henri a levé les yeux. Son costume de designer était ruiné. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il y a quelques heures encore, il était PDG. Maintenant, il était un criminel attendant son transfert. Nat, a-t-il grogné.
Je me suis assise en face de lui. La table métallique nous séparait, mais la distance entre nous semblait des années-lumière. Nous sommes restés silencieux. Finalement, Henri a eu un rire brisé et misérable. Tu sais, pendant que j'étais assis ici à attendre qu'il me fasse comparaître, je n'arrêtais pas de penser au jour où nous avons emménagé dans notre premier appartement à Montmartre. Je n'ai pas parlé. Je n'avais rien. J'avais une vieille Honda Civic et un studio de 37 mètres carrés. Le toit fuyait sur le lit quand il pleuvait. Le radiateur était cassé. Mais j'étais si heureux. Il a essuyé une larme de sa joue. Puis j'ai eu de l'argent et je me suis senti vide. J'ai eu une entreprise et j'en voulais une plus grande. J'avais une bonne femme et j'en ai cherché une meilleure. J'ai couru et j'ai couru et j'ai couru et maintenant je suis assis dans une cage, réalisant que je suis le plus grand idiot sur Terre. Je l'ai regardé, ma voix complètement plate. Henri, certaines choses que tu peux perdre et racheter. Mais certaines choses, une fois qu'elles sont parties pour toujours. Il m'a regardé avec des yeux rouges et désespérés. N'y a-t-il absolument aucun moyen que tu puisses me pardonner? Je me suis levée lentement. Henri, je t'ai pardonné 100 fois. Tu ne l'as juste jamais su. Je t'ai pardonné quand tu as menti sur le fait de travailler tard. Je t'ai pardonné quand tu as oublié notre anniversaire. Je t'ai pardonné quand tu sentais le parfum de quelqu'un d'autre. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que tout le monde faisait des erreurs, mais le faire une fois est une erreur. Le faire 100 fois est un choix. Henri a posé sa tête sur la table métallique et a pleuré. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce. Un mois plus tard, Henri a officiellement démissionné d'Horizon SARL et a renoncé à son capital restant. Grâce à des litiges agressifs, nous avons récupéré les fonds détournés. J'ai déposé les plaintes pénales, mais j'ai finalement conclu un accord de plaidoyer avec le procureur pour une probation extrême et une restitution complète au lieu d'une peine de prison fédérale. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais faible. Je l'ai fait parce qu'Éléonore était venue à mon bureau, s'était mise à genoux et m'avait supplié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit, je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser, mais s'il vous plaît, laissez-le essayer de reconstruire une vie tranquille. Henri a liquidé ses voitures, son pantouse et ses montres pour rembourser l'entreprise. J'ai entendu dire que quelques mois plus tard, il avait entièrement quitté Paris et s'était installé dans une petite ville de la campagne française, ouvrant une quincaillerie avec un vieil ami d'université. Personne ne sait vraiment comment il va, et personne ne le demande. Quant à Tara, je l'ai aidé à obtenir une subvention pour le logement et j'ai payé ses traitements médicaux. Thomas est un enfant adorable. Il m'appelle tante Nat. Une fois, alors que nous mangions des pizzas dans un parc, il m'a demandé, « Tante Nat, tu vas avoir un bébé un jour ?» J'ai ri. Probablement, mais je dois attendre un peu. Pourquoi tu dois attendre? J'ai ébouriffé ses cheveux. Parce qu'en ce moment, j'apprends juste à être heureuse à nouveau. Un an plus tard, Horizon SARL prospérait. La pourriture avait été coupée et l'entreprise était plus rentable que jamais. Un après-midi d'hiver, je me tenais dans mon bureau, regardant la neige tomber sur le jardin du Luxembourg, quand mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu, mais je savais qui c'était. Nat, merci de ne pas m'avoir détruit alors que tu en avais tout à fait le droit. Je te dois ma vie. J'ai regardé le texte pendant un long moment, puis j'ai discrètement verrouillé l'écran. Je n'ai pas répondu. Certaines personnes vous accompagnent longtemps, mais elles ne sont destinées qu'à être un chapitre, pas tout le livre. Les gens passent leur vie entière à penser que les choses les plus précieuses au monde sont l'argent, le statut et les choses qu'ils ne possèdent pas encore. Mais quand tout est dépouillé, on réalise que la chose la plus inestimable est la personne qui vous a tenu la main quand vous n'aviez absolument rien. C'est juste dommage que certaines personnes ne le réalisent pas avant que la pièce ne soit vide. Avec le recul, la vie ressemble beaucoup à un long voyage en train. Les gens montent, roulent quelques arrêts et descendent. Tout le monde assis à côté de vous ne roulera pas avec vous jusqu'à la destination finale. Le temps révèle le visage d'une personne, mais la tragédie révèle. Il est facile d'aimer quelqu'un quand on partage une part de pizza bon marché dans un appartement exigu.
Mais quand on déménage dans un Penthouse, quand les comptes bancaires gonflent, la nature humaine est mise à l'épreuve. La chose la plus difficile à maintenir dans ce monde n'est pas la richesse, c'est le contentement. Quand nous n'avons rien, nous craignons la famine. Quand nous avons tout, nous craignons que quelqu'un d'autre ait plus. Nous courons, nous nous battons, nous trichons, pour nous retourner et réaliser que nous avons laissé tomber notre plus grand trésor. Des kilomètres en arrière. Le bonheur nous attend rarement à la ligne d'arrivée d'une grande course effrénée. Il est assis tranquillement dans le quotidien. Un dîner en famille. Un texte qui dit « Conduis prudemment ». Un coup de téléphone de votre père qui vous demande comment s'est passée votre journée. Nous ignorons ces choses parce qu'elles sont discrètes, mais quand elles sont parties, vous ne pouvez pas les racheter avec tout l'argent de la bourse. En parlant de parents, il y a un vieux dicton, élever un enfant, c'est comme un arbre généreux. L'arbre laisse tomber ses feuilles pour nourrir le sol, se flétrissant lentement, afin que le jeune pousse puisse également grandir. Quand nous sommes jeunes, si nous avons de la fièvre, nos parents restent éveillés toute la nuit dans la peur. Pourtant, quand ils vieillissent, quand leur dos leur fait mal et que leur mémoire s'estompe, nous le balayons du revers de la main comme une simple vieillesse. Si vous avez encore des parents à appeler, si vous avez encore quelqu'un qui vous attend à la maison, vous êtes plus riche que la plupart des milliardaires. N'attendez pas que la maison soit vide pour manquer les gens qui y ont vécu. N'attendez pas que le téléphone cesse de sonner pour souhaiter un appel. Au final, une vie réussie ne consiste pas à savoir qui a gagné le plus d'argent ou a conduit la meilleure voiture. Il s'agit de se retourner quand on touche le fond et de voir qui est encore derrière vous. Soyez gentil. La gentillesse ne vous rendra peut-être pas riche, mais elle vous mènera loin. L'univers est une parfaite chambre d'écho. Ce que vous y mettez, vous finissez par le récupérer. Si vous lisez ceci et que vous êtes près des personnes que vous aimez, serrez-les fort. Si vous êtes loin, appelez-les. La vie est brutalement courte. Quelques saisons passent et soudain nos cheveux deviennent gris. Alors ralentissez, soyez un peu plus gentil, pardonnez un peu plus. Parce qu'au bout du compte, ce qui réchauffe votre âme n'est pas ce que vous avez sur votre compte en banque. C'est qui vous avez à vos côtés.